Salut, c'est Nana Book Lover, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me suis lancée dans un challenge sur Instagram et je trouvais ça assez sympa de pouvoir vous le présenter ici également et de vous montrer tout ça. Du coup, Littérature Witch, Valentine, je crois que c'est elle qui a créé le challenge. Si c'est pas le cas, je suis désolée, je ne sais pas du tout qui a lancé le challenge à la base. Mais en tout cas, Valentine a créé des templates pour ce challenge et c'est grâce à elle que je l'ai connue. Donc il me semble que c'est elle qui l'a créé, mais voilà, je préfère mettre une petite astérix là en disant je ne suis pas sûre. Elle a donc créé des templates pour un challenge qui s'appelle 12 livres, 12 amis. Je crois que ça s'appelle comme ça, non mais... il s'agit donc de demander à des amis de nous recommander des bouquins qu'on doit lire pendant l'année. Et on choisit 12 livres pour... limite en lire un par mois. Et notre but est de les lire tous pendant l'année. Je me répète, ça veut rien dire, je suis désolée, j'espère que c'est clair pour vous. Du coup, sur Insta, j'avais mis une petite boîte à questions pour que vous puissiez me proposer des bouquins et s'ils étaient dans ma palle, je les ai choisis pour les lire cette année. En plus, ça tombe trop bien, vous allez voir, parce que c'est des bouquins que j'ai trop envie de lire. Il n'y a pas d'ordre précis, je vais vous les présenter un peu comme ça. Je vais vous lire les résumés pour chacun des bouquins et vous dire qui m'a conseillé de les lire. Et ensuite, ben voilà, on débattra en commentaire pour que vous puissiez me dire s'il faut que je les sorte tout de suite de ma palle ou non. Le premier bouquin, je sais que ça va crier dans les commentaires, il s'agit de A Court of Mist and Fury, donc c'est le deuxième tome d'Acotar. Je sais plus le titre en français, je suis désolée. J'ai lu le premier tome il y a un bon moment maintenant et mes copines, ma meilleure amie, enfin tout le monde me harcèle pour que je lise la suite parce que apparemment la suite est encore meilleure que le premier. Et donc évidemment que mes amies Chloé et Laura, je vais vous mettre les pseudos à chaque fois ici, m'ont recommandé donc de lire celui-là. Je vais pas vous lire le résumé du deuxième tome, mais en gros, je vous résume rapidement le premier. On suit Fer, qui est donc une humaine qui se retrouve piégée dans un château par des faées, ou des fées, je sais pas comment vous dites. Et Tamlin, qui est donc un peu le prince, celui qui règne sur ce château et sur la cour du printemps. Ouah, mes souvenirs sont loin, je suis pas sûre de ce que je raconte. Enfin bref, elle va être coincée dans le château de Tamlin. Elle lui doit quelque chose parce que elle a tiré sur un de ses amis, l'a tué, je sais plus. Franchement, je vous dis, ça fait très longtemps que je l'ai lu. Enfin bref, il en est qu'elle est coincée dans le château avec lui et sa cour. Et il va se passer plein de trucs. Et voilà, c'est un résumé très pourri, mais sachez que c'est un univers de fantasy hyper intéressant. C'est une réécriture très lointaine de La Belle et la Bête et que j'avais beaucoup aimé le premier tome et qu'apparemment le deuxième est incroyable, donc j'irai peut-être sûrement lire un résumé spoilant du premier tome avant de me lancer dans celui-ci, mais en tout cas j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, ma petite Maë, les lectures de Dobby, donc m'a recommandé de lire celui-là. Je l'ai dans ma pile à lire depuis Montreuil l'année dernière, pas 2023 du coup 2022, où j'avais acheté l'intégrale, enfin la nouvelle édition du tome 1 et 2. Et déjà, cette couverture à sublime. Et en plus, avec ma copine Eugénie, on avait dit qu'on ferait une lecture commune de ce livre. Je ne sais pas si elle l'a déjà lu, si c'est le cas, je suis désolée Eugénie. Mais en tout cas, si ça te tente toujours, let's go. Du coup, cette année, c'est sûr, je me lance dedans. Maë, ça fait des années qu'elle me parle de ce bouquin et que ça me fait quand même pas mal envie. Je sais que c'est très sombre, que c'est très gore, qu'il y a pas mal de trigger warning. Faites attention si vous lisez ce bouquin, c'est clairement pas du young adulte tout mignon. Bref, je vous lis le résumé parce que je vais être incapable de vous résumer l'histoire parce que j'ai jamais lu le résumé. Déjà la phrase d'accroche les gars, c'est pépite. Il devait être roi, il est devenu esclave. Oh my god. Damon, je ne sais pas comment on dit, on va dire Daemon, mais pas Daemon comme dans Vampire Diaries, est un héros pour son peuple et le légitime héritier du trône d'Achelos.
Ils ont le don de me mettre des trucs que j'arrive pas à lire comme il faut. Mais lorsque son demi-frère s'empare du pouvoir, Daemon est capturé, dépouillé de son identité et offert comme esclave de plaisir au prince d'un royaume ennemi. Beau, manipulateur et létal, son nouveau maître, le prince Laurent, incarne ce qui se fait de pire à la cour de Vert. Mais dans la toile mortelle de la politique vérétienne, les apparences sont trompeuses et lorsque Daemon se retrouve pris dans un jeu de pouvoir pour le trône, il doit s'allier à Laurent afin de survivre et de sauver son royaume. Sans jamais oublier cette règle, cacher sa véritable identité à tout prix. Car l'homme dont il a besoin est celui qui a le plus de raisons de le haïr. Genre... Ah, j'ai trop envie de le lire, il a l'air incroyable, il a l'air vraiment d'avoir une ambiance un peu sombre comme ça, pépite mystérieuse. Je suis trop pressée et j'ai trop hâte de le lire. Merci Maë de me pousser et de me forcer à le lire parce que là, je sens que ça va être le bon moment cette année pour l'entamer. Ma copine Noémie, donc Noémie Books, m'a conseillé de lire Serpent and Dove. J'ai la version Fairy Loot trop belle avec les pages... avec la trop belle jaquette réversible, bref, parce qu'elle l'a beaucoup aimé et ça fait depuis que je l'ai reçu que j'ai envie de le lire, donc depuis sa sortie, clairement ça fait un petit moment maintenant et j'ai vu tellement de bons avis sur ce bouquin que vraiment je suis trop pressée de le découvrir. Comme il est en anglais, je vais pas vous lire le résumé en anglais, je vais juste aller chercher le résumé en français. Il y a 2 ans, Louise a fui son clan et s'est réfugiée dans la ville de Césarine où les sorcières, comme elle, sont craintes, chassées et brûlées. La jeune femme a renoncé à la magie et vit désormais de petits larcins. Alors qu'elle prépare le vol d'une bague magique très rare, les événements vont s'enchaîner pour tout faire basculer dans le chaos. De son côté, Red, un chasseur assermenté par l'église, vit sa vie selon un seul principe. Ne pas laisser une seule sorcière en vie. Son chemin n'aurait jamais dû croiser celui de Louise. Mais un concours de circonstances va les rapprocher malgré eux et les contraindre à une union impossible et inattendue, le saint mariage. La guerre entre les sorcières et l'église est ancienne et les dangereux ennemis de Louise représentent une terrible menace. Partagée entre les sentiments croissants et sa nature, la jeune femme va devoir faire un choix entre le cœur et la raison. Genre, plus enemies ou lover que ça, vous mourrez. Force proximity, mariage par intérêt, les tropes sont folles. Dans un univers avec des sorcières et des chasseurs de sorcières. Je sais pas ce que j'attends pour le lire, il a l'air incroyable. J'ai trop hâte de le lire, merci Noémie, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'il poireaute dans ma palle et là, il est temps de le sortir. Ensuite, ma petite Sarah du compte Sarah Bookin m'a conseillé de lire Sorcery of Thorns. Celui-là aussi, ça fait un bon moment qu'il est dans ma palle et regardez cette beauté, il est juste magnifique. Les illustrations sont splendides et l'intérieur est tout aussi beau. Donc voilà, je l'ai juste acheté parce qu'il était magnifique, mais maintenant, promis, je vais le lire. Pour le résumer, tous les sorciers sont maléfiques. Elisabeth, qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des grandes bibliothèques d'Austermere, le sait depuis son plus jeune âge, et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste, l'épée à la main s'il le faut, jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Accusée de l'avoir libérée et forcée à comparaître devant la justice à la capitale, Elisabeth se retrouve prise au piège d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle doit trouver secours auprès du sorcier Nathaniel Thorne et de son mystérieux serviteur Silas. Les grandes bibliothèques ne sont pas seules en jeu, le royaume entier est en péril. Elisabeth va devoir remettre en question tout ce en quoi elle croyait, car s'ouvre devant elle une voie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Franchement, il a l'air incroyable, je suis trop pressée de le lire. C'est dans une bibliothèque, une librairie, il y a des livres partout, il y a de la magie, de la sorcellerie, il y a un chat derrière. Bref, voilà, il est trop beau, j'ai trop hâte de le lire. Merci Sarah de me l'avoir conseillé, je suis trop pressée. Floriane, donc Floriane Joie, m'a recommandé de lire sa romance de Noël. Il faut savoir que c'est chose faite, on est en janvier, il y a déjà un livre sur 12 qui est lu, donc je trouve ça méga cool.
C'est le premier livre qu'elle a publié et auto-édité, donc j'étais hyper curieuse de découvrir sa plume et je vais du coup vous lire le résumé. Je ne vais pas vous donner mon avis parce que je ferai un bilan lecture bien sûr d'ici quelques mois sur YouTube. D'ailleurs je suis en retard, il faut que je fasse le bilan lecture de fin 2023, mais ça c'est une autre histoire. Du coup dans ce livre on va suivre Lucie qui est une amoureuse de Noël et elle ne s'en cache pas. Des décorations du sapin au pull d'elfe, rien n'est laissé au hasard pendant cette période qu'elle adore. Elle est donc déçue lorsqu'elle apprend que son nouveau patron, très attirant malgré sa froideur, déteste les fêtes de fin d'année. Alors qu'elle passe comme d'habitude son week-end au marché de Noël et qu'elle tombe nez à nez avec lui, elle s'interroge. Quelle peut bien être la raison de sa présence? Une coïncidence? Pourtant, elle le recroise quelques jours après. Elle n'en croit pas ses yeux. Et si la magie de Noël existait vraiment et avait réussi à le charmer? Et si Lucie finissait elle aussi par être charmée? Donc voilà, j'étais hyper impatiente de le lire parce que forcément les romances de Noël, j'adore ça. Et en plus, j'étais hyper contente de pouvoir soutenir Floriane qui donc fait un taf de dingue avec ses romans. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus parce que comme je l'ai déjà lu, c'est difficile de ne pas vous parler de mon avis. Mais en tout cas, le premier du challenge est lu, c'est validé. Ma copine Marie Muffins and Books m'a recommandé de lire Love on the Brain. Elle est absolument fan de Ali Hazelwood et elle sait que j'ai adoré The Love Hypothesis de la même autrice et du coup je me suis dit que c'était le bon moment pour le sortir de ma palle parce qu'il a l'air vraiment très cool. D'ailleurs moi je l'ai en VO mais il est aussi sorti aux éditions Hauteville, donc je vais aller chercher le résumé pour vous lire le résumé en français. Comme une Jedi vengeresse aux cheveux violets rétablissant l'équilibre dans un univers d'hommes, Bee Königswasser vit selon une règle simple. Que ferait Marie Curie? Si la NASA lui proposait de diriger un projet de neuro-ingénierie, Marie accepterait sans hésitation. Ouais, mais la mère de la physique moderne n'a jamais eu à co-diriger avec Levi ou Levi, je sais pas comment vous le dites, Ward, son ennemi juré de fac. Séduisant et ténébreux, qui s'est toujours tenu à des années-lumière de distance d'elle. Pourtant, peu après son arrivée à Houston, Bee jurerait voir Levi s'adoucir pour devenir un allié, tout en la dévorant de ses yeux verts. Tous les neurones de Bee sont en ébullition. Lorsqu'elle doit vraiment passer à l'action et mettre son cœur en jeu, une seule question compte. Que fera Bee Königswasser? Je suis hyper impatiente de le lire parce que j'ai beaucoup aimé la plume de Ali Hazelwood quand j'ai lu The Love Hypothesis. Je sais qu'il s'agit d'une fanfiction plus ou moins de Rey et Kylo Ren du coup dans Star Wars, la dernière trilogie. Et franchement, je suis hyper curieuse de découvrir ce que ça va donner et de pouvoir lire et fangirler sur ce couple. Du coup, of course, Marie, j'ai trop hâte et t'inquiète pas, je vais te spammer de réactions. Ma petite Léa de la bibliothèque de Léa m'a conseillé de lire Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Je ne l'ai toujours pas sorti de ma pile à lire, je ne sais pas ce que j'attends parce qu'il y a Un hiver pour te résister qui est juste là et il faut que je le lise également. De toute façon, je vais le lire en 2024, donc merci Léa pour cette recommandation. Du coup, avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui, Lou McAllister, le meilleur ami de Rory, le garçon qui l'a humiliée il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia O'Brien, la première victime de Rory. La fille qui l'a blessé plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir de zéro. Je suis très curieuse, mais en même temps je suis un petit peu tendue parce que j'ai vu des avis à la fois incroyable et à la fois mitigée sur celui-ci. Je suis pas une grande fan d'enquête et de thriller, donc à voir. Par contre, je sais que Morgane a le don de pouvoir faire des plot twists incroyables et c'est ce que j'attends de celui-là parce que c'est ce que j'ai lu en termes de chronique, qu'il y avait des plot twists assez incroyables auxquels on ne s'attendait pas. Donc je m'attends à être surprise et j'espère l'être, donc je suis très pressée de le découvrir.
Ensuite, ma petite Zoé m'a conseillé de lire À vivre avec et je suis trop impatiente de le dévorer parce que j'ai eu la chance de rencontrer Alice au salon de Montreuil et qui m'a gentiment dédicacé mon exemplaire. Donc je suis hyper impatiente de pouvoir le lire. Par contre, je sais qu'il va briser mon cœur, donc j'attends d'être vraiment dans un mood, d'être prête et d'être préparée mentalement pour le lire parce que je sais que je vais pleurer et j'ai envie d'être prête à pleurer parce que voilà, je sais que Alice va briser mon petit cœur, mais dans le bon sens du terme. Victoire n'a pas dit un mot depuis le décès de son meilleur ami. Oscar ne cesse de parler pour fuir l'anxiété. Isaac tente de récolter les morceaux avec sa mère. À eux trois, ils forment un trio improbable de jeunes adultes brisés par la vie. Et si c'était pourtant ensemble qu'ils trouvaient la force d'avancer? C'est un résumé très court, mais qui donne très envie. C'est une histoire de vie, de reconstruction. Et franchement, je suis trop impatiente. J'ai vu tellement de bons avis et j'ai vraiment trop hâte de pouvoir le découvrir. Donc merci Zoé pour ta recommandation. Il fallait que je le sorte un jour ou l'autre de ma pile à lire. Il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue. Picturalement, je crois que c'est ça son pseudo, m'a conseillé de le lire et de le sortir enfin de ma pile à lire éternelle. Et franchement, je suis vraiment impatiente de le découvrir. Déjà, cette couverture est magnifique avec la petite jaquette là en calque. Je suis vraiment pressée de le découvrir parce que j'ai vu vraiment beaucoup d'avis très divers et variés et je suis vraiment impatiente de voir si ce genre de bouquin va me plaire parce que ça s'annonce vraiment très particulier avec une ambiance très particulière, mais des avis que j'ai pu voir, ça me fait un petit peu penser à Atlas Six. Je sais que l'histoire n'a rien à voir, mais au niveau de l'ambiance, en termes de ressenti, et du coup je suis très pressée parce que j'avais adoré Atlas Six, donc je suis très impatiente de lire celui-ci. Une nuit de 1714, dans un moment de désespoir, une jeune femme avide de liberté scelle un pacte avec le diable. Même si elle obtient le droit de vivre éternellement, en échange, personne ne pourra jamais plus se rappeler ni son nom, ni son visage. La voilà condamnée à traverser les âges comme un fantôme, incapable de raconter son histoire, aussitôt effacée de la mémoire de tous ceux qui croisent sa route. Ainsi commence une vie extraordinaire, faite de découvertes et d'aventures stupéfiantes, qui l'amènent pendant plusieurs siècles de rencontre en rencontre, toujours éphémères, dans plusieurs pays d'Europe d'abord, puis dans le monde entier, jusqu'au jour où elle pénètre dans une petite librairie à New York. Et là, pour la première fois en 300 ans, l'homme derrière le comptoir la reconnaît. Quelle peut donc bien être la raison de ce miracle? Est-ce un piège ou un incroyable coup de chance? Embarquée dans un voyage à travers les époques et les continents, poursuivie par un démon lui-même fasciné par sa proie, jusqu'où Adi ira-t-elle pour laisser sa marque enfin sur le monde? Je suis vraiment trop impatiente de le découvrir parce que le plot a l'air vraiment fou et l'histoire a l'air incroyable, donc je suis très pressée de le découvrir. Ensuite, Eva du compte Eva is Reading m'a recommandé de lire Absolu et je suis trop contente parce que j'ai trop envie de le sortir de ma pile à lire. C'est une version non corrigée si jamais vous vous demandez parce que la couverture n'est pas exactement la même, mais ça fait trop longtemps que je le vois passer partout sur Bookstagram et j'ai trop hâte de le lire parce que vraiment cette saga a l'air incroyable et je suis trop impatiente de la lire. Entrer dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an. Amies depuis l'enfance, Prime et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation des Rites. Construites sur les ruines d'une Pologne ravagée, leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme, ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone. Personne n'en est jamais ressorti. Pour Prime et Johanna, c'est un grand honneur, un sentiment que ne partage pas Édouard, persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison. Entre guerre de territoire et phénomènes de plus en plus étranges, la zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. Franchement, ça a l'air pépite, les vibes à la Hunger Games divergentes, le labyrinthe, vraiment ces dystopies que j'ai surkiffé sont pépites et du coup je suis vraiment très impatiente de le lire et de le découvrir. J'ai vu que des bons avis partout sur Bookstagram et sur BookTok,
Donc voilà, je suis très impatiente de le lire. En plus, le tome 2 a l'air pépite et le tome 3 est en cours. Donc je me dis, let's go, cette année, je me plonge dedans. Ensuite, 2 personnes m'ont recommandé de lire Nos plus belles années de Clara Hero. Et là, je suis trop pressée de pouvoir le lire parce que si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, j'ai eu un énorme coup de cœur pour L'effet boule de neige qui est donc son second roman. Donc je suis trop pressée de pouvoir lire celui-ci également et de pouvoir lire plus de sa plume et de découvrir un petit peu plus de son univers. Et celui-là a l'air poignant, bouleversant et je suis trop impatiente d'avoir le cœur brisé. Clara, fais-moi lâcher mes meilleures larmes. Du coup, pour le résumer, Jade et Ambre entament leurs études supérieures avec des attentes opposées. Fêtes et rencontres pour l'une, réussite scolaire pour l'autre. Malgré leurs différences, les 2 meilleures amies sont persuadées qu'elles vont vivre leurs plus belles années ensemble. Plongées dans la vie d'étudiante, Jade et Ambre s'épanouissent chacune à leur façon, tout en veillant à protéger leur précieuse amitié. Tout vole en éclats quand elles rencontrent Léo. Il est beau, charmant et populaire. Il va surtout se révéler dangereux. Je sais que ce roman, il est fort et poignant. Il y a peut-être même des trigger warnings au début. Oui, il y en a, donc n'hésitez pas à les lire avant de vous lancer dedans. Mais franchement, je suis vraiment très impatiente de le lire et de me plonger dedans. Et franchement, j'ai qu'une envie, c'est de l'attaquer tout de suite. Le dernier roman qui m'a été conseillé, il s'agit de La passeuse de mots, le tome 1, cette grosse bricasse. Là, pareil, je ne vous apprends rien en vous disant que ce bouquin a l'air incroyable. Tout le monde en parle partout sur les réseaux, donc je pense que vous devez le connaître. Mais je vais quand même vous lire le résumé. En plus, franchement, il est magnifique et l'univers a l'air juste pépite. Donc clairement, moi je suis plus qu'impatiente de me lancer dedans. Par contre, je suis un petit peu inquiète de sa taille parce qu'il est énorme. Mais bon, une de mes copines m'a dit qu'elle l'avait dévoré en 24 heures, donc bon, je me dis que ça devrait passer. Dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir. Celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui ait restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Franchement, j'ai des frissons rien que de lire le résumé, ça a l'air incroyable, ça a l'air poétique, ça a l'air magnifique, l'univers il a l'air dingue, le système de magie aussi, donc je suis vraiment très impatiente de le dévorer et de me plonger à l'intérieur. En plus, c'est un livre écrit à 4 mains par un couple, je trouve que c'est incroyable et je trouve ça juste fou. En plus, ils ont l'air vraiment trop choux, trop incroyables, donc je suis vraiment très impatiente de le lire et de me plonger dedans. Du coup, voilà. Et c'est tout pour cette magnifique pile, je ne vais pas porter parce que tout va tomber, c'est sûr, de livres que je vais lire, j'espère, en 2024. Il y en a 12. Mon objectif de lecture pour 2024, c'est 20 bouquins. Donc bon, je sais pas si je vais vraiment pouvoir tout lire parce que sinon ça veut dire que ça fait plus de la moitié de ce que je vais lire cette année, sachant qu'il y a plein de romances qui vont sortir qui me tentent énormément, mais je vais essayer de faire mon maximum pour en lire un max et pour tous les dévorer parce que clairement ils me tentent tous à fond et j'ai vraiment trop envie de les lire, donc on verra ce que ça donne. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a que vous avez lu et mettez-moi un peu un avis pour me booster et pour me motiver à les sortir de ma pile à lire parce que pour certains, ça fait vraiment longtemps qu'ils sont là. Si vous êtes trop timide pour commenter quoi que ce soit, mettez-moi 4 emojis de piles de livres parce que là, vraiment, on est sur une bonne grosse pile à lire pour l'année et je vais avoir besoin de motivation pour la lire. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!